Merci beaucoup de l'invitation, merci de toutes nos collaborations dans ces dernières années. Je vais essayer de vous dire un petit peu où on en est. C'est un sujet que on travaille depuis pas mal d'années, donc je n'ai pas de lien d'intérêt particulier. Donc on en a parlé. L'idée de fond aujourd'hui, on est tous d'accord sur le fait que notre dépistage tel qu'il est fait actuellement, dépistage mammographique du cancer du sein, doit être amélioré. Et en fait, l'idée de fond, c'est améliorer le rapport bénéfice-risque, à la fois au titre de la société, mais surtout au titre de l'individu, puisque cette approche de santé publique, où on est obligé de dépister énormément de personnes pour le bénéfice d'une, on a déjà vu ce matin avec la vaccination, c'est quelque chose qui est assez mal perçu aujourd'hui. Et donc, on a parlé des bénéfices, on a parlé des risques, il y a le surdiagnostic, le surtraitement, les faux positifs, l'irradiation. Et aujourd'hui, une des critiques également, c'est le fait que les bénéfices ne sont pas suffisants. Il faudrait avoir des bénéfices meilleurs pour que le rapport bénéfice-risque soit meilleur. Donc moins de risques et plus de bénéfices, c'est de toute évidence ce qui améliorerait les choses. Donc des bénéfices quand même beaucoup plus importants et des risques beaucoup plus petits, en particulier à l'échelle individuelle. Parce que pour une femme aujourd'hui, prendre une décision, même quand elle reçoit le nouveau livret d'information de l'INCa, c'est très difficile. Et prendre une décision à partir d'un livret de données qui reste très général, je pense que c'est vraiment pas simple. À titre individuel, je dois prendre une décision pour ma santé à moi et elle doit reposer sur le bénéfice à l'échelle d'une nation. C'est vraiment quelque chose de pas simple, je pense. Donc globalement, tout le monde s'accorde à dire dans les dernières années qu'éventuellement, un dépistage stratifié sur le risque est une piste majeure. Pourquoi ? Parce que stratifié sur le risque, c'est un modèle médical efficace en prévention. On a des exemples extrêmement nombreux, bien sûr, dans la prévention cardiovasculaire, etc. Parce que la preuve de concept de l'efficacité existe déjà pour des femmes qui ont des très hauts risques de cancer, du sein en particulier, et que globalement les outils existent et se sont développés dans les dernières années. Donc on arrive en gros au moment où les besoins sociologiques sont très forts et potentiellement le développement de nos outils, qui sont à la fois informatiques, biologiques, permettent sans doute d'aller vers ça. Le problème, c'est, on va voir, les outils de communication et les outils sociologiques pour partager et avancer, ça, c'est pas simple. Parce qu'on peut produire une médecine extrêmement talentueuse, extrêmement technologique. Il faut que la société suive, il faut que la communication suive, il faut que les médias soient d'accord avec nous. Et finalement, le gros problème de ces dépistages, le gros problème de la prévention en France et dans d'autres pays, parce que beaucoup de pays d'Europe partagent nos constatations, c'est beaucoup un problème d'image. Dans une société individualiste, l'image de santé publique de la prévention n'est pas une image très désirable. Donc la prévention personnalisée semble quelque chose de plus désirable, potentiellement. Ça veut dire identifier des risques individuels sans stresser les gens trop, avec quelque chose qui ne va pas délivrer des informations très négatives, au contraire quelque chose de positif, comme on a su le faire, je pense, dans les dernières années dans les très hauts risques, pour permettre éventuellement une prévention primaire personnalisée et un dépistage, donc une prévention secondaire adaptée aux risques et au type de maladie. L'objectif de fond, évidemment, c'est de diminuer la mortalité par cancer du sein. Ça va être très difficile d'imaginer de diminuer la mortalité globale avec une maladie qui n'est pas si prévalente, sauf si vraiment on était dans des sous-groupes très, très ciblés. Donc on connaît déjà la génétique pour guider un dépistage stratifié. Ça fait des années qu'on le fait maintenant, depuis le début des années 2000. Quand on identifie chez des femmes une mutation germinale des gènes BRCA1, BRCA2, on fait un dépistage qui inclut des IRM et on a clairement démontré aujourd'hui une diminution de la mortalité par cancer du sein. On a montré une diminution de la mortalité par cancer de l'ovaire, parce qu'elles ont également des risques de cancer de l'ovaire par la prévention, et une diminution de la mortalité globale. Donc ça marche. Mais là, on est vraiment dans des catégories de très très haut risque. On parle d'une femme qui a 80% de risque de cancer du sein au cours de sa vie, alors qu'en population générale, on est sur du 10%. Donc pour la population générale, on aurait besoin de scores de prédiction et d'outils mathématiques et biologiques d'évaluation ou d'estimation assez fiables et reproductibles du risque individuel. Donc actuellement, je vais vous montrer, on a évolué pour avoir des choses qui sont bien plus fiables que quelques années avant. Après, il faut avoir des algorithmes décisionnels, parce que si on identifie un risque, il faut savoir quoi faire pour pouvoir protéger les individus, soit du risque de cancer, soit du risque de cancer grave. Des interventions adaptées, donc il faut savoir communiquer sur le risque, parce que dire à quelqu'un vous avez
tel risque de cancer et rentrer chez vous, c'est juste absolument insupportable. Et il faut savoir évaluer nos interventions, bien évidemment. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme on disait, le temps permet, la conjoncture permet d'envisager ça. Donc je vais vous montrer quelques données qu'on a développées en France qui permettent de sous-tendre un grand projet européen qui va commencer, dont la France est le leader en dépistage du cancer du sein. On a, en fait, dans les dernières années, avec le soutien de la Fondation ARC, développé un score de risque de cancer du sein adapté à la population française. Donc on a d'abord essayé de développer des scores français sur la cohorte 3N, puis sur les dépistages organisés avec 350 000 femmes des dépistages de Côte d'Or et d'Île-de-France. Et puis finalement, on s'est aperçu que ce qui marchait le mieux, c'était d'adapter un score qui a été développé aux États-Unis sur les populations de dépistage, 600 000 femmes des dépistages de Californie et autres, qu'on a transposé en l'adaptant à l'incidence française. Et donc globalement, on est capable d'identifier une population de femmes qui ont un risque quand même relativement élevé. Donc là, on est sur un risque qui n'est pas énorme non plus. Ce sont des risques à 5 ans. On ne prédit pas, on n'utilise pas les prédictions de risque de cancer à long terme. On considère que c'est quelque chose qui se réévalue au fil du temps et on est plutôt sur des horizons de 5 à 10 ans. De toute façon, en prévention, une action qui est destinée à quelque chose qui dépasse les 5 ans sur le plan conceptuel n'est pas quelque chose qui est reçu par la population. Donc ce qu'on veut, c'est adresser quelque chose qui va se passer dans les 5 années qui viennent. Les 10 ans, c'est déjà très loin. 5 ans, c'est pertinent sur le plan sociologique. Et donc on a une AUC qui est relativement correcte, mieux que ce qu'on avait antérieurement, en sachant qu'en France, on est limité parce qu'on était de 50 à 74 ans, alors qu'aux États-Unis, les populations partaient à partir de 40 ans. Ce qui nous permet d'utiliser les données américaines pour les implémenter à la France, en particulier dans la population 40 à 50, où c'est assez pertinent. Et on peut aussi identifier des populations à risque très faible qui sont en dessous des risques minimaux aujourd'hui considérés pour faire une mammo. Parce qu'actuellement, on n'utilise que l'âge comme critère de décision pour faire une mammographie de dépistage. Et le dogme de l'âge en France, c'est 50 ans. À 50 ans, le risque de cancer du sein dans les 5 prochaines années moyen en France est de 1,1%. Donc voilà ce que ça donne. On obtient une courbe comme ça et on voit que même aujourd'hui, ça peut avoir un intérêt. Pour une femme de 45 ans, si elle est très bas risque aujourd'hui, probablement ça n'a aucun intérêt pour elle, aucun bénéfice attendu, vu ce qu'on connaît du rapport bénéfice-risque, de faire des mammographies à 45 ans si son risque est là, alors que s'il est ici, clairement, il y aura un intérêt bien supérieur. Pour l'instant, avec ces outils, on ne peut pas diminuer le dépistage tel qu'il est, puisqu'il est organisé. Mais on peut imaginer que dans les années futures, ça puisse servir entre 40 et 50 ans, mais également chez une femme plus âgée pour identifier un risque plus élevé que la moyenne qui ferait qu'on dépisterait plus. Par exemple, des mammographies annuelles à certaines femmes ou des IRM dans certaines circonstances. Je vous rappelle que les Américains font, avec les mêmes données qu'on a sur le dépistage, font des mammos annuels à tout le monde à partir de 40 ans dans la plupart des États. Donc juste, on pourrait peut-être déjà changer quelques petites choses avec ça. Le logiciel est très simple. En fait, il y a 4 items qui résument, qui suffisent à eux-mêmes. C'est-à-dire en ajoutant d'autres items, on n'améliore pas la capacité de ce score, qui sont l'âge quand même, les antécédents familiaux, les antécédents de biopsie mammaire pour une lésion bénigne et la densité mammaire. En fait, la densité mammographique résume un peu le contexte génétique et l'histoire des expositions d'une femme, en particulier aux hormones et peut-être à d'autres choses. Et donc, on a développé un logiciel qui verbalise le risque sous forme d'un risque en pourcentage à 5 ans, ce qui ne dit absolument rien aux femmes en moyenne, une catégorie de risque, ce qui n'est pas simple à utiliser non plus, et finalement, ce qui semble le plus pertinent, qui est un positionnement sur une courbe qui ressemble un peu aux courbes de croissance et qui, globalement, est assez parlant pour les femmes. Et donc, les catégories... ça donne ça entre les catégories américaines et françaises. Il y a quand même une partie importante de la population qui a un risque qui est en dessous du risque d'une femme de 50 ans. Et il y a quand même une partie qui est à risque relativement élevé, mais pas une partie extrêmement importante. On est dans les 10 à 15%, quelque chose comme ça. Le score a une sensibilité de 75% environ pour identifier les femmes qui vont développer un cancer du sein dans les 5 ans qui suivent. Ce n'est pas 100% du tout, mais la sensibilité est relativement bonne, on va dire, ou pas trop mauvaise. Donc à partir de ces données préliminaires, on a fait une étude en France
pour voir quelle était la faisabilité. Est-ce que des médecins de ville peuvent délivrer une information sur le risque personnel de cancer du sein dans les années qui suivent en proposant un programme personnalisé de dépistage? Et est-ce que les femmes acceptent ça? C'est quelque chose qu'elles entendent bien, qu'elles reçoivent bien. Donc c'était de janvier à juillet 2017. Il y a 452 femmes qui ont été incluses, dont 448 analysables. C'était des femmes, je vais vous montrer les critères d'inclusion, qui n'avaient pas de cancer et qui étaient des femmes qui consultaient en ville. C'était de la médecine de ville. Donc il y avait des radiologues, des médecins généralistes et des gynécologues participants. Et donc notre objectif principal, c'est de voir combien de femmes acceptaient d'avoir une mesure individuelle de leur risque et une proposition d'un programme un peu plus personnalisé de risque déjà. Et globalement, il y a 97% des femmes qui ont accepté. Alors ça peut être un peu biaisé, mais en tout cas, c'est bien au-delà des 70% qu'on s'était mis comme cut-off pour aller plus loin, on va dire. Donc les critères, c'était 40 à 74 ans, une femme qui comprenait la langue française, mais qui n'avait pas de cancer actif ou de lésions suspectes dans le sein ou de pathologie psychiatrique. Voilà. Bon, des critères très simples. Et donc on avait un programme de dépistage stratifié en fonction du niveau de risque, c'est-à-dire pour des femmes de moins de 50 ans qui n'atteignaient pas le risque de 1,1%, on leur disait « vous n'avez pas besoin de faire de mammographie pour l'instant ». Pour les femmes de moins de 50 ans qui atteignaient le 1,1%, on leur proposait d'en faire. Quand le risque était au-delà de 1,67%, on considérait qu'on était à risque élevé pour lequel on a des données pour dire que la mammographie annuelle est meilleure. En particulier, c'est l'équivalent d'une femme qui a déjà eu un cancer du sein ou une hyperplasie atypique. Et donc, on proposait mammographie tous les ans. Et très élevé, ce qui est exceptionnel, une IRM en plus et l'adressage vers un généticien. En fait, la première partie du logiciel permet d'identifier des situations à très haut risque que certains médecins de ville ne connaissent pas forcément, comme l'antécédent d'irradiation pour Hodgkin ou autres, qui nécessitent, selon les recos de l'HAS, une IRM annuelle, ou l'hyperplasie atypique, etc. Et donc, ça permettait d'implémenter les recommandations de l'HAS. Il y a une carte de géographie qui dit où il faut envoyer les personnes en cas de score SIG à plus de 3, donc de risque génétique. Consultation donc génétique en France, etc. Si les femmes ne sont pas dans cette situation, passe à la deuxième partie du logiciel avec le calcul de risque que je vous ai montré qui classe en 4 catégories également. Alors les femmes étaient des femmes jeunes assez souvent, ce qui était intéressant. On voulait avoir une bonne représentation de femmes de moins de 50 ans. C'était pas un petit peu différent selon les médecins, avec plus de femmes un peu plus âgées chez les médecins généralistes, l'âge médian à 55 ans versus 51 et 50 chez les autres. Et les caractéristiques socio-professionnelles, en fait, très clairement, mais vous vous y attendez, chez les radiologues et les gynécologues, les femmes sont plus riches, plus éduquées et travaillent plus souvent, alors que les médecins généralistes touchent une population beaucoup plus conforme à la population générale française, on va dire. Donc c'était intéressant d'avoir les médecins généralistes, bien évidemment. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les femmes auto-évaluaient extrêmement mal le risque individuel de cancer du sein. Elles ne savent pas trop ce que ça veut dire, à vrai dire. Il y en a 30%, 40% même pratiquement, qui n'ont aucune idée de leur risque personnel d'avoir un cancer du sein. Et dans celles qui s'expriment, en fait, il y en a beaucoup qui se considèrent à haut risque alors qu'elles ne le sont pas forcément. Et donc, si on demande des pourcentages, c'est complètement aberrant. Et vous savez, beaucoup de données disent actuellement que l'évaluation en pourcentage est relativement inadéquate, que les gens ne savent pas manier les pourcentages en moyenne. Et donc, elles estiment avoir de l'ordre de 40% en moyenne de risque de cancer du sein au cours de leur vie, ce qui est quand même assez délirant. Et donc, avec le logiciel, on a identifié quand même pas mal de situations à haut risque, en particulier génétique, mais je pense qu'il y a un biais d'inclusion, en particulier des gynécologues, qui ont inclus beaucoup de femmes à risque assez élevé. Désolée, mon carré rouge a sauté. Donc les populations étaient un peu différentes selon les médecins. Après, on a évalué comment les femmes avaient considéré la clarté des informations, leur satisfaction. Et globalement, 93% avaient trouvé les informations délivrées très claires et les informations sur le dépistage personnalisé très claires à 96%. C'était un petit peu différent selon les médecins. En particulier, les femmes ont un peu moins bien compris les informations, on va dire, quand c'est le radiologue qui explique. Probablement parce que le radiologue prend moins de temps et éventuellement c'est la manip qui délivre l'information dans certains cas, on va dire ça comme ça.
Chez les médecins généralistes, il y avait 0% de femmes qui ont trouvé les informations sur le dépistage individuel moyennement claires. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc les taux de satisfaction sont bons. Et globalement, l'auto-évaluation du risque est moindre après qu'avant. Donc c'est plutôt rassurant. Il y a peu de femmes pour lesquelles l'auto-évaluation est plus élevée, mais aussi peut-être que dans certains cas c'était pertinent. Donc globalement, les femmes s'évaluent à moindre risque après, mais ça reste encore des évaluations qui sont des surévaluations globales. Les médecins étaient assez contents et trouvaient que ça ne faisait pas gagner de temps, clairement, ça c'est impossible, mais qu'ils étaient contents d'y avoir accès. La plupart des médecins qui ont participé souhaitent continuer à utiliser le logiciel. Donc globalement, ça dit qu'une évaluation personnalisée du risque de cancer est faisable, c'est recevable en médecine de ville. Elle est très pertinente entre 40 et 50 ans aujourd'hui parce que c'est une tranche d'âge où on a des décisions à prendre, dépistage ou pas par mammographie. Mais après 50 ans, éventuellement, pour identifier des femmes à haut risque nécessitant plus de surveillance. Par contre, globalement, l'auto-évaluation par les patients de leur risque est assez inadéquate et elle est un peu améliorée par la consultation, mais c'est difficile de toute façon d'imaginer qu'une seule consultation peut changer une image qu'on a. Et donc je rejoins ce qui a été dit juste avant, à savoir qu'on sait aujourd'hui que la perception du risque, du bénéfice des interventions et du choix informé est quelque chose qui est en grande partie émotionnel et un peu cognitif, et que globalement, en une consultation, on peut jouer sur la partie cognitive, mais bien sûr, on ne va pas changer l'image et la partie émotionnelle. Donc on cite souvent ce papier qui est à gauche, qui était la perception en haut des femmes de l'effet de la mammographie, avec en orange les décès évités, et en bas les effets réels attendus de la mammographie. Donc on voit que, ça on n'est pas sur le risque, on est sur la mammographie, mais on voit que les perceptions sont assez différentes de la réalité. Et donc globalement, beaucoup de chercheurs et d'experts qui disent que toute cette partie émotionnelle ne peut pas être adressée sur le plan cognitif. Donc informer les personnes, c'est bien, mais il faut aussi jouer sur une partie émotionnelle. Je ne sais pas comment. Voilà. Alors, aujourd'hui, pour revenir plus techniquement, on a des approches génomiques du risque. On a derrière nous 15 ans de travaux énormes, de gros consortiums internationaux qui ont essayé d'identifier des polymorphismes génétiques pour prédire les risques de toutes les maladies. Et en cancer du sein, on a à peu près aujourd'hui 150 à 180 polymorphismes pertinents qui sont capables de prédire un sur-risque ou un sous-risque relatif. Et en mettant ces polymorphismes ensemble, on arrive à un score qui est assez consistant. Donc c'est 140 000 cas de cancer du sein, 110 000 contrôles, avec des centaines de milliers de polymorphismes qui ont été testés. Et donc dans la figure de droite, on voit les gènes de prédisposition qui confèrent des risques très élevés, mais qui sont très rares dans la population générale. Et on voit en vert, en bas à droite, les polymorphismes de risque, qui sont des variants fréquents, non délétères des gènes, qui confèrent des risques beaucoup, beaucoup moindres, mais qui sont beaucoup plus fréquents en population générale. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de données. Je vous ai mis exprès les données françaises, mais il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, en France, sur l'étude Signal, c'est une grosse cohorte française de 10 000 femmes. On voit qu'on est capable d'identifier par un score de 94 polymorphismes des catégories environ 20% de population générale de haut risque de cancer du sein versus au moins 20% qui est à très bas risque. Et on voit que la courbe de risque en fonction de l'âge est très différente selon ces catégories. Donc aujourd'hui, ces polymorphismes génétiques pourraient avoir un sens très intéressant en termes de dépistage stratifié. Et ce qu'on voit, c'est que quand on associe score de risque plus polymorphisme, il commence à y avoir plusieurs données là-dessus, on est capable de bien reclasser en plus du score de risque les femmes vers plus de catégories à moindre risque et un petit peu plus de très haut risque. Donc on est beaucoup plus discriminant sur qui aurait réellement besoin d'approches de dépistage ou de prévention. Et donc à partir de ça, on a monté un très gros consortium européen qui comporte 7 pays. Donc il y a 5 pays européens plus Israël et les USA qui pour la première fois a monté une étude européenne qui vise à démontrer l'intérêt, ou pas, d'un dépistage du cancer du sein stratifié sur le risque. L'idée, c'est de répondre à la question, est-ce que stratifier le dépistage sur le risque, c'est mieux que faire du dépistage tel qu'il est actuellement? Et donc, il y a 24 partenaires européens et américains, dont le CNGE. Le promoteur, c'est Unicancer pour la France. Moi, je suis le coordonnateur de l'étude.
Donc il y a 7 pays, donc il y a 5 pays qui vont inclure dans l'étude. Donc c'est la première fois au monde qu'on aura une étude de dépistage, au moins du cancer du sein et de beaucoup d'autres d'ailleurs, qui va être multinationale en Europe. En fait, tous les pays ont la même question, donc c'est un vrai sens de poser la question à l'échelle européenne. Ça repose sur une grande étude clinique qui va durer 6 ans et demi, et on doit randomiser 85 000 femmes dans 5 pays participants. Donc les pays participants pour la randomisation, outre la France, sont le Royaume-Uni, la Belgique, l'Italie et Israël. Donc voilà les différents centres participants. Donc les objectifs de l'étude, c'est comparer 2 modèles de dépistage du cancer du sein. Un, le modèle standard, tel qu'il est actuellement dans le pays en question. Et donc ça varie légèrement selon les pays, mais globalement à peu près comme le nôtre, on va dire. C'est-à-dire mammographie tous les 2 ans à partir de 50 ans. Les Anglais, c'est tous les 3 ans. Il y en a qui commencent à 49, ce genre de choses. Par contre, comment le dépistage est délivré est assez différent selon les pays, on y reviendra. Et 2, donc le deuxième modèle, c'est un modèle basé sur le risque individuel, c'est-à-dire on va dépister en fonction du risque de la personne et pas juste en fonction de l'âge. Les bases de comparaison, c'est on veut démontrer que ce dépistage stratifié réduit les cancers du sein avancés. On n'a rien à faire, bien évidemment, de dépister plus de cancers qui sont des surdiagnostics. Ce qu'on veut, c'est au contraire en dépister moins. En dépistant moins des femmes à bas risque, on a des chances majeures d'avoir moins de surdiagnostic. Donc on veut démontrer qu'on réduit le surdiagnostic et qu'on réduit aussi les faux positifs, toutes ces biopsies pour rien. On veut démontrer que l'impact socio-psychologique est favorable. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas encore ce que ça donne que de dire à quelqu'un « vous avez tel risque de cancer dans les 5 années à venir ». A priori, de ce qu'on a vu, ça n'a pas l'air très stressant. Oui, je ne vous ai pas montré les données d'anxiété dans Riviera qui étaient très bonnes. Mais là, on va ajouter de la génétique, ça change un peu la donne. Évidemment, on veut démontrer que c'est faisable et comment c'est faisable, comment les pays doivent s'organiser pour ça. Et on veut démontrer aussi que c'est coût-efficace parce que, évidemment, c'est un des aspects qu'il faut absolument adresser. Et donc, à partir de ça, on prépare les futures recommandations du dépistage en Europe. Donc, c'est un projet qui a été accepté par l'Union européenne. Et ce qui nous est demandé dans le cadre de ce projet, c'est de mettre tout en œuvre pour préparer ce qui va être la future recommandation du dépistage du cancer du sein en Europe. Et donc, en fait, dans ce projet, il y a l'essai clinique qui va proposer la randomisation pour 85 000 femmes entre dépistage standard et stratifié. Mais il y a également 3 grands volets en plus de l'essai clinique qui sont à partir des données générées par lui, le volet économique, le volet d'évaluation socio-psychologique et tout le volet communication et dissémination. Et vous avez tous compris comme moi que la partie de communication, comment on verbalise les choses, comment on verbalise, quelle va être l'image délivrée d'un dépistage stratifié, ça va être extrêmement important. On collabore tout à droite avec une étude américaine qui ressemble un peu, qui s'appelle l'étude Wisdom, qui est la seule étude qui pose un peu la même question au monde actuellement. Et à partir de ça, on doit produire des recommandations. Les WP sont les trucs des projets européens, ça s'appelle Work Package, et donc on doit tout décrire de cette façon-là. Et donc voilà l'étude. Les femmes de 40 à 70 ans, on s'arrête à 70 ans pour diverses raisons, en fait c'est pour coller au dépistage et récupérer les données, auront une consultation dédiée, et aussi parce qu'au-delà de 70 ans, les risques sont très élevés. Auront une consultation dédiée avec un médecin qui sera différent selon les pays. On exclura les femmes qui ont des critères d'exclusion et les femmes éligibles pourront être randomisées dès la première consultation en ligne. Et elles seront randomisées pour un dépistage selon le standard en vigueur dans le pays ou un dépistage stratifié sur le risque. Si c'est dépistage stratifié sur le risque, elles cracheront dans un tube de salive, on enverra le tube en analyse et on les reverra au bout d'1 mois pour leur communiquer leur risque relatif qui aurait été estimé et leur programme personnalisé de dépistage. Donc 85 000 femmes incluses sur 2 ans et demi et suivies sur 4 ans. L'étude doit démarrer dans un peu moins d'1 an, en octobre 2008, dans tous les pays. Le critère principal de jugement est l'incidence de cancer du sein de stade 2 et plus. Et donc voilà, 10 000 femmes au Royaume-Uni, 20 000 femmes en France, en théorie. On reparlera un petit peu de ça après. 10 000 en Belgique, 30 000 en Italie et 15 000 en Israël. Et donc dans les autres pays, l'organisation est un peu différente puisque ce sont des gros centres régionaux qui dispensent le dépistage, qui l'organisent, qui le dispensent, qui donnent les résultats et qui font tout. C'est très différent de la France où on a cette organisation par département de structures de gestion du dépistage qui ne font pas le dépistage elles-mêmes et qui invitent les femmes, lesquelles vont
chez leur radiologue, etc. En France, c'est bien plus compliqué que dans les autres pays, mais bien plus intéressant parce qu'en France, dans cette étude, le rôle du médecin généraliste va être central, alors qu'il ne sera pas du tout dans les autres pays. Donc je pense qu'on peut délivrer des choses très intéressantes en termes d'organisation de la communication sur la prévention en particulier. Donc ce sera des femmes 40 à 70 ans qui acceptent de participer à l'étude et d'être suivies pendant 4 ans, consentement éclairé, il faut qu'elles aient une sécurité sociale. Il ne faut pas qu'elles aient eu déjà un cancer du sein ou qu'elles soient déjà identifiées comme à très haut risque. Il ne faut pas qu'elles aient d'image anormale dans le sein ou de lésions très suspectes du sein cliniquement. Il faut qu'elles comprennent une des 8 langues de l'étude. D'habitude, on n'a que le français ou que l'anglais, mais là, on aura 8 langues au choix. Il ne faut pas qu'elles aient de pathologie psychiatrique. Et en France, c'est un peu bizarre, mais il faudra qu'elles habitent dans un des départements participants. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc notre hypothèse, c'est qu'un dépistage stratifié sur le risque devrait être aussi sûr que le dépistage standard. Supérieur, en fait, on veut que ça soit supérieur, parce que si c'est aussi bien, ça n'a pas grand sens. Aussi ou plus coût efficace et plus acceptable pour les femmes. C'est-à-dire qu'il y ait plus d'adhérence, que l'image soit meilleure, etc. Donc notre objectif primaire est conservateur. On veut démontrer la non-infériorité du dépistage stratifié. Et c'est très important, c'est assez lourd de faire ça, mais on a, quoi qu'on en dise et quelles que soient les critiques, on a des niveaux de preuve très élevés depuis 20 ans sur le dépistage mammographique tel qu'il est délivré actuellement du cancer du sein. On ne peut pas désiguer X années des méta-analyses et je ne sais pas combien d'essais randomisés par une simple étude de supériorité. On est d'abord obligé de démontrer qu'on est non inférieur, en particulier qu'il n'y a pas de population qui vont avoir, pour qui ce nouveau dépistage serait délétère, etc. Et donc sur l'incidence de cancer du sein de stade 2 et plus. En cas de non-infériorité, alors on testera la supériorité. C'est un design classique. Globalement, on a 85% de puissance dans cette étude pour démontrer la non-infériorité. Pour démontrer une supériorité, on estime avoir une diminution d'incidence de cancer de stade 2 et plus de l'ordre de 30%. On pense qu'en dessous de 25 à 30%, ça n'aurait pas un sens majeur de changer complètement le dépistage. Donc on espère bien avoir ça et on a la capacité de le démontrer. Les objectifs secondaires, c'est tout ce qu'on a dit, les faux positifs, les lésions bénignes, les impacts psychosociaux, c'est majeur, coût et coût-efficacité, le surdiagnostic, le surtraitement, les cancers d'intervalle, et on aura des données de mortalité spécifiques en poulant l'étude avec l'étude américaine. Et donc, comment est-ce qu'on évalue le risque dans cette étude ? En fait, on utilise le score qu'on a démontré sur la France, qui est basé sur un score américain du BCSC, plus le génotypage. Donc, c'est un score qui va intégrer les deux. Mais par contre, dès que les femmes ont une histoire familiale plus importante, le score du BCSC est moins fiable, on va dire, que le score anglais qui a été développé par nos collègues de Manchester et de Cambridge, qui est le Thyroid-Cuzick. Et donc, dès qu'il y aura une histoire familiale, on passera au score de Thyroid-Cuzick, qui est plus compliqué, parce qu'il y a 25 items à rentrer, alors que le BCSC, ça va très vite. Et donc, avec ça, on aura une évaluation la plus pertinente possible du risque individuel. Évidemment, à chaque fois, ça sera le score avec le génotypage intégré. Pour les catégories de risque, on a été très conservateur aussi. Il y a eu d'énormes discussions interminables. Et globalement, on va classer en bas risque une femme qui a moins de 1% de risque d'avoir un cancer du sein dans les 5 années qui viennent. Bas risque, ça veut, 1%, pardon, c'est le risque moyen d'une femme de 45 ans aujourd'hui en Europe à peu près. Donc c'est quand même un risque assez bas. Et on sait clairement qu'en dessous de 1%, on n'a aucun bénéfice démontré du dépistage. Au contraire, on a beaucoup d'effets collatéraux potentiels. Donc on espère inclure suffisamment de femmes assez jeunes, 40 à 50 ans, pour avoir un impact assez fort sur la démonstration de l'absence de bénéfices de dépistage dans cette population en dehors de catégories de risque plus élevées. Pour les risques moyens, entre 1% et 1,67%, on continuera un dépistage mammographique tous les 2 ans, parce qu'on a démontré le bénéfice dans cette situation, on va dire. Pour les hauts risques, on fera de la mammographie annuelle, puisqu'on a démontré chez les femmes qui ont des risques au-delà de 1,67% le bénéfice d'une mammographie tous les ans
qui permet de dépister plus tôt, d'avoir moins de cancers d'intervalle, etc. Et pour les très très hauts risques qui seront rares, on ajoutera des IRM annuels comme pour les femmes à haut risque génétique. Je vous ai remis la même diapo sur la stratégie de screening, désolé. Et on fera de l'échographie pour les femmes qui ont une densité élevée. Alors en France, en fait, c'est compliqué à organiser, donc quelques petits détails. On a 98 structures d'organisation et du dépistage organisé, de gestion, qui sont des structures départementales qui vont passer à régionales dans 1 an et demi et qui ont 4 autorités de tutelle. Donc on a dû obtenir l'accord des 4 autorités de tutelle. L'INCa en premier, Santé publique France, qui est un partenaire du projet, la Direction générale de la santé, qui nous a autorisés à faire l'étude, et enfin l'assurance maladie, qui accepte de payer pour tous les examens dans le cadre de l'étude et de communiquer au dépistage organisé les coordonnées des femmes de 40 à 50 ans. Donc le modèle en France, c'est soit il y aura de toute façon une information des femmes des départements participants par le dépistage organisé sur le fait que cette étude existe, et les femmes seront incluses par un médecin qui pourra être soit les médecins généralistes. On espère bien que vous serez nombreux dans les départements participants à vouloir participer comme investigateurs de cette étude, soit des radiologues, il y a un financement pour ça quand même, soit des radiologues, soit des gynécologues investigateurs. Il peut y en avoir quelques-uns qui voudront participer. Les femmes pourront également être incluses directement par leur médecin, mais ça ne pourra être que dans les départements participants parce qu'on doit coller à la structure de dépistage organisé telle qu'elle est actuellement. Et pour faire remonter les données, on n'aura pas d'autre choix que de passer par les structures de dépistage, malheureusement. Et on est si différents des autres pays. Pour les autres, c'est relativement simple. Et donc, il y a une première visite d'inclusion avec remplissage de questionnaires par la patiente si elle accepte. La randomisation en ligne, on estime que la visite d'inclusion peut durer à peu près 20 à 25 minutes pour le médecin qui l'a fait, avec les informations sur l'étude, etc. Randomisation immédiate, les femmes qui restent dans le dépistage standard se voient remettre un formulaire de dépistage personnalisé qui est selon leur âge. Et donc, les centres de dépistage organisés sont informés pour continuer à les inviter selon le DO habituel. Et les femmes qui sont dans le dépistage stratifié crachent dans un tube, le mettent à la poste. Nous, on le reçoit, on fait le génotypage, l'analyse des polymorphismes, et on renverra au médecin investigateur le résultat. Donc, le médecin doit revoir une fois la patiente lors d'une deuxième visite pour lui donner son score estimé de risque dans les 5 ans à venir et son programme proposé de dépistage personnalisé. Le suivi sera fait par des auto-questionnaires, beaucoup, et par les médecins qui suivront leurs patientes s'ils le souhaitent. On a essayé de tabler au maximum sur des auto-questionnaires, plus la récupération des données par les dépistages organisés et le croisement avec la sécurité sociale pour que ça n'ajoute pas de travail aux médecins en dehors de la période d'inclusion ou en cas d'événements ultérieurs. Donc médecins généralistes essentiellement, radiologues, je me dis, il y a des radiologues qui incluront les femmes en France comme dans les autres pays, et gynécologues potentiellement. Donc les données remonteront aux structures de dépistage qui vont centraliser les données. En France, c'est la façon dont on est obligé de le faire. Donc actuellement, on est en discussion avec le syndicat des médecins coordonnateurs de centres de dépistage qui s'appelle ACCORD. Et donc on n'a pas encore une liste absolument certaine des départements qui vont participer. On a pour l'instant une liste des départements qui sont, semble-t-il, volontaires pour participer à l'étude. Donc il y a le Nord, tous les départements, sauf le 75, tous les départements d'Île-de-France, la Côte d'Or, Lyon potentiellement, Lyon, l'Isère, le Vaucluse, Poitiers, Nantes, etc. Enfin, ils sont représentés sur cette carte. Et on estime à la fin avoir entre 15 et 20 départements. On ne peut pas non plus en avoir trop, parce que ça va être trop compliqué à organiser. Et donc le rôle des structures de gestion du dépistage en France, ça va être d'informer les femmes du département de 40 à 70 ans, en fait, de l'existence de cette étude. Désolée du 74. Les femmes participantes auront un tag dans le logiciel pour qu'ils ne continuent pas à les inviter comme d'habitude, pour qu'elles soient individualisées. Ils enverront les rappels des femmes selon leur schéma prévu dans l'un ou l'autre bras.
Donc les médecins qui les ont inclus ne seront pas obligés de faire ça, les femmes recevront des rappels, etc. Il y aura une seconde lecture pour tous les examens, conformément au dépistage en France. Et dans les 2 bras, donc les retours des résultats dans le cadre de l'étude sont récupérés par les dépistages organisés comme ils font d'habitude, les retours des biopsies, des chirurgies, donc, avec des contacts avec les médecins investigateurs, bien évidemment. Donc les médecins investigateurs feraient la visite d'inclusion initiale, très importante, avec l'information des femmes sur l'étude, son dépistage, la signature du consentement. Il y aura un maximum de choses qui seront informatisées avec une tablette qui pourra être chez chaque médecin pour faire les choses en ligne directement au plus simple. Donc la femme peut retourner dans la salle d'attente et remplir des données, etc. Donc on essaiera que la femme rentre le maximum de données et le médecin le minimum pour ne pas avoir de travail en plus. La randomisation en ligne, la remise du programme. Dans le bras de salive, le bras stratifié, remise du tube de prélèvement. L'envoi du tube, en fait, ça va être les femmes qui vont le faire après une longue discussion. Donc je l'ai marqué là, mais ce n'est pas elle, c'est-à-dire ça sera remise à la femme du tube. La deuxième visite et l'entrée de données de suivi qui seraient pertinentes, c'est en particulier les événements. Et donc le CNGE est un partenaire très fort dans cette étude, non seulement sur la France, c'est ce que j'ai marqué là, mais à l'échelle européenne, en termes de, pour la France, invitation de tous les médecins généralistes dans les départements ciblés avec les structures de DO, invitation de tous les médecins du CNGE s'ils souhaitent participer, participation à la formation des professionnels à l'étude, mais également jeunesse de tous les outils de formation des professionnels à l'échelle européenne pour tous les pays. Voilà, merci beaucoup.